Oui, bonjour, bonsoir. Alors, moi, mon parti pris, vous allez le voir, va être un petit peu différent. Parce que je vais moins... Oui, pardon, vous m'entendez pas, excusez-moi. Si. Je disais que mon parti pris allait être un peu différent. Parce que, en définitive, je vais moins vous parler directement de la vie des Frères Lumière et du rapport à l'innovation que de l'écriture biographique et de ce qu'elle peut apporter, par exemple, à une vie d'innovateur comme les Frères Lumière. Ou, comme on le dit dans ma discipline, hein, puisque je viens de la littérature, ce qu'on pourrait nommer la valeur heuristique de l'écriture. Parce que ce qu'il faut voir, mais au fond, j'embraye un peu sur ce qui était suggéré à la fin de l'intervention de Joël, Céline et Marianne, c'est que le récit n'est pas neutre, il a une valeur heuristique, et donc s'intéresser à cette dimension me paraît important. Et c'est plutôt de ce point de vue, donc je le répète, en m'intéressant à la valeur heuristique de l'écriture, que je vais traiter de cette vie d'Augustin Lumière, et je dirais en parlant à partir de moi-même, si je puis dire. Parce qu'il y a quelques années, bon, c'est un peu loin pour moi, j'avais écrit effectivement une biographie de Auguste et Lumière dans la collection Folio Gallimard. Et au fond, dans la perspective de ce colloque, de ce workshop, je me suis interrogé sur cette dimension de l'écriture. Donc, vous voyez, je vais avoir un petit peu un aspect décalé dans mon intervention. Et avec l'hypothèse que, effectivement, l'écriture biographique, de manière générale, permet de déployer le processus de création, qu'il y a donc, comme je vous le disais, une valeur heuristique de cette écriture, parce que peut-être, mais ça je vais le dire, l'écriture du vivant, au sens étymologique, c'est ce que veut dire biographie, elle restitue la part d'imprévu, le jeu des rencontres qui est au cœur de la création. Elle permet, parce qu'elle est fictionnelle, il y a toujours une dimension de fiction dans la biographie, de retracer un milieu dans lequel prend sens et naissance une innovation. Et puis, une biographie, évidemment, c'est un récit, elle est narrative, et là, peut-être, je vais être un peu plus aventureuse, ce sera ainsi que je finirai mon intervention. Elle permet à la fois de définir la vie comme style et ce que je nommerai le style de l'innovation. Et je sais bien que ce matin, M. Michel a évoqué cette notion de style dans son intervention. Bien. Alors, pour essayer de voir comment l'écriture permet de restituer le sens d'une innovation, je vais m'appuyer sur quelqu'un que j'utilise dans les cours sur la créativité que je fais avec Joël, qui est un psychologue qui s'appelle Todd Lebart de Paris 5, et qui, pour déterminer quels sont les facteurs de la créativité, dit que ceux-ci sont au nombre de 3, environnementaux, cognitifs et conatifs. Et précisément, en revenant sur la manière dont j'ai écrit ce texte, je m'aperçois qu'une biographie peut mettre en évidence ces triples facteurs. Alors, justement, je vais essayer de les illustrer, à commencer par les facteurs environnementaux qui, au fond, président à la créativité. Et de fait, quand on écrit une biographie, on est obligé toujours, par le récit, par l'écriture, de restituer, de faire revivre un milieu. En l'occurrence, dans le cas des Lumières, évidemment, Lyon. Et au fond, j'ai essayé, je m'en aperçois, de mettre en lumière et qu'effectivement, Lyon est, depuis les années 30, ce que certains nomment Manchester français, où se mêlent les industries, donc les influences. Donc il y a évidemment l'industrie ancienne de la soie, et puis il y a aussi la chimie, la mécanique, l'industrie alimentaire, et plus tard le berceau de l'automobile. Voilà pour le milieu géographique. Quant au milieu historique, évidemment, la grande quête, le Graal, si je puis dire, derrière le cours beaucoup d'innovateurs au XIXe siècle, c'est l'image industrielle, ce que j'ai appelé dans un article, l'image industrielle, et en particulier, évidemment, l'image animée, qui va déterminer une série d'innovations dont je parlais dans mon texte, enfin dans mon livre plutôt.
Alors, le milieu, c'est aussi, de manière plus restreinte, le milieu social et culturel dans lequel baignent les frères Lumière. Et lorsqu'on s'intéresse à leur biographie, et ça aussi, une écriture biographique permet de le restituer, on s'aperçoit qu'ils vivent dans un milieu social et culturel favorable. Une famille bourgeoise, mais une famille bourgeoise qui invite à la curiosité et à la découverte. D'autant plus qu'il y a un rôle sans nul doute moteur du père Antoine, qui a commencé comme peintre d'enseigne, puis qui est devenu photographe, puis qui s'est enrichi, qui a créé une usine, et qui lui-même est quelqu'un qui s'intéresse à toutes les innovations, à beaucoup d'innovations en tous les cas de son époque, et qui aussi a des talents d'artiste, il peint, etc. Et il va encourager ses fils à justement avoir aussi cette curiosité. Alors, pour être plus précis encore, ce père, donc Antoine, c'est quelqu'un qui multiplie les rencontres, il invite les comédiens français chez lui, et surtout, je pense qu'il y a un événement qui peut tenir de l'anecdote, mais qui va jouer un rôle non négligeable dans l'invention du cinématographe. Antoine Lumière, lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il a son usine, il va à Paris souvent, ou sans doute a-t-il une garçonnière, il faut peut-être appeler les choses comme il convient. Et puis, quand il n'a pas dans sa garçonnière, il se promène sur les boulevards. D'ailleurs, les deux sont liés. Mais alors, il se trouve que sur les boulevards, il rencontre un de ses anciens collaborateurs qui s'appelait Clément Maurice. Ils vont tous deux discuter. Et Clément Maurice va l'amener dans le studio photographique. Dans le studio photographique, mais qui, de manière encore plus intéressante, se trouve au premier étage du théâtre Robert Houdin. Robert Houdin, qui est le grand prestidigitateur du 19e, qu'a racheté Georges Méliès, qui d'abord s'intéresse, avant d'être le réalisateur d'illusions que l'on connaît, à la prestidigitation et qui a racheté ce théâtre. Et tous les trois vont faire connaissance, ou plutôt c'est Clément Maurice qui va présenter Méliès à Antoine Lumière, et Clément Maurice qui lui aussi s'intéresse à tout ce qui se fait, qui reçoit, qui est abonné à des revues techniques, va parler à Antoine d'une innovation, d'une invention américaine dont il a lu, à propos de laquelle il a lu un article, qui s'appelle le kinétoscope. Qui semble effectivement montrer des images animées. Ça va beaucoup intéresser évidemment Antoine. Et Antoine, alors, soit on verra un kinétoscope quelques mois plus tard, en septembre à Paris, soit pour certains le rachètera. En tout cas, il n'y a pas de doute que le kinétoscope, mais j'y reviendrai, jouera un rôle dans la création du cinématographe. Le kinétoscope, c'est cette machine que vous avez là, dans laquelle, eh bien, en mettant quelques pièces, vous projetiez votre regard et vous voyez à l'intérieur des images animées. Donc, kinétoscope inventé, mis au point par Edison. Alors, j'en suis toujours à mon premier facteur qui détermine la créativité selon ce psychologue dont je parlais. Le contexte familial, j'y venais, rôle du père. Mais il y a aussi quelque chose qu'une biographie met en évidence, en tout cas sur quoi moi j'avais mis vraiment l'accent, c'est le fait que Auguste et Antoine Lumière vont mener une vie à deux. Au point que d'ailleurs dans cette collection, c'est bien le seul titre qui a pour biographie non pas un individu, mais deux individus. Et de fait, Auguste et Louis vont vivre presque quasiment, une vie à deux. Et alors, vous savez, une biographie, c'est toujours évidemment une interprétation. D'où la dimension de fictionnel et même interprétative dont je parlais tout à l'heure. Et moi, lorsque je l'avais écrit, j'avais mis l'accent sur un événement qui est dans d'autres travaux un peu mis en valeur, mais ça c'est le parti pris littéraire, parce que ma formation est d'abord littéraire, j'aurais dû le dire, commencer ainsi, c'était le parti pris littéraire qui est le mien. J'avais mis
en évidence un événement qui a lieu en été 1877. Louis et Auguste sont donc jeunes, ils sont adolescents. Ils passent leurs vacances à Dinard et le père leur a prêté du matériel photographique. Ils se retrouvent dans une grotte qu'on appelle la Gouloufée, près de Dinard, qui leur sert de chambre noire pour développer. Et là, dans cette Gouloufée, dans cette grotte, tous deux, alors certains disent c'est parce que la mer montait, l'océan montait, qu'ils ont eu peur d'être noyés. Bon, difficile à dire. En tout cas, tous les deux vont prêter serment d'inventer et de signer leurs deux noms, leurs inventions, quel que soit celui qui les aura faites, qui les aura trouvées. Ce qu'ils nommeront, et là ce n'est pas un terme que j'ai utilisé, que j'ai inventé, le serment de la Gouloufée. En plus, de manière sans aller outre mesure dans l'interprétation, mais la grotte c'est une matrice, c'est évidemment un symbole de renaissance, etc. Ça c'est mon côté littéraire. Bien. Et toujours dans cette dimension, premier élément, l'éducation évidemment, qui joue un rôle majeur, mais de l'aveu même des frères Lumière. Les frères Lumière seront très reconnaissants, ne cesseront d'affirmer leur reconnaissance pour dire combien la formation qu'ils ont reçue au lycée La Martinière, qui était un lycée technique, les a préparés à l'innovation. Parce que, comme ils le disent eux-mêmes, c'était un enseignement aussi très pratique qui, non seulement préparait au raisonnement, je n'ai pas le temps de lire toute la phrase, d'Auguste Lumière, cette phrase qui est extraite d'un écrit autobiographique d'Auguste, donc paru dans les années 50. Mais vous voyez, outre les sciences, etc., l'observation, l'adresse, etc., ils ne cesseront de répéter leur dette par rapport à l'enseignement technique de La Martinière. Et puis, comme je l'ai déjà suggéré aussi, cette éducation, elle sera multiforme. Ils auront une éducation scientifique et technique, mais aussi un apprentissage artistique, sans doute favorisé par le père. Louis apprend le dessin, il fait du piano, il est l'élève du sculpteur Pagny au Conservatoire de Lyon, il peint, il fait des petites peintures, etc. Et, dernier élément, ils seront très rapidement, très tôt, très précocement plongés dans le bain d'une innovation par le père qui leur demandera de mettre au point des innovations, de travailler dans son usine. Et de fait, Louis sera très précoce. Dès 1881, il mettra au point une plaque photographique sèche au gélatine-bromure et surtout, quelques années après, une plaque à émulsion rapide qui fera, les fameuses plaques à étiquette bleue, qui fera aussi la fortune des usines Lumière. Bien. Voilà pour les premiers facteurs qui tenaient au milieu, milieu social, milieu éducatif, milieu familial. Alors Lubart montre qu'il y a une deuxième catégorie de facteurs qui jouent dans la créativité, qu'il nomme les facteurs cognitifs et que ce matin on a dénommé rationalité créative. De fait, ce sont effectivement des travaux qu'on a fait avec Joël sous plusieurs formes et depuis un temps certain. De fait, une rationalité créative qu'on enseigne d'ailleurs, puisqu'ici on a un cours en 5e année sur la créativité, et on essaie un petit peu de montrer aux étudiants les caractéristiques de celle-ci, et en particulier la flexibilité mentale et la capacité à ce que les Grecs, qui désignaient celle-ci sous le terme de métis, nomment l'intelligence du poulpe, c'est-à-dire la capacité à mettre ensemble des éléments qui viennent de champs de savoir séparés, voire incongrus les uns pour les autres. Et il n'y a pas de doute que si on se penche sur l'invention du cinématographe, qui est donc un appareil qui sert à filmer et à projeter, eh bien cette invention est au carrefour de plusieurs savoirs, la photo, la chimie, les recherches sur l'image animée, qui occupent le 19e siècle, mais aussi le textile, qui renvoie directement à Lyon, de l'aveu même d'Auguste, puisque c'est Louis qui, de l'aveu même de son frère, met au point le cinématographe. Et dans un entretien qu'il avait donné à un grand historien du cinéma, Georges Sadoul, après la Libération, donc, il montrait bien cette dimension d'intelligence du poulpe, puisqu'il parlait, il disait, il consistait
le mécanisme, hein, a imprimé un cadre porte-griffe, un mouvement produit par un mécanisme analogue à celui du pied de biche de machine à coudre. L'analogie, c'est bien une forme de cette intelligence du poulpe qui caractérise la rationalité créative. Et une rationalité créative aussi qui, au fond, parce qu'elle met ensemble des éléments qui sont disjoints, distants, différents, elle a toujours une dimension aventureuse, ce que Roger Caillois nommait dans un autre domaine les cohérences aventureuses. Je crois que c'est bien une caractéristique qui détermine cela. Et c'est vrai que dans le cas des Frères Lumière, s'ils sont aventureux, il n'y a pas de doute, de manière d'abord intérieure, hein, dans les innovations qu'ils ont faites, qui ne cessent de se, succéder les unes aux autres, qui ne cessent d'être multiples. Alors c'est vrai que quand on parle des Frères Lumière, il y a un effet un petit peu de loupe et de loupe déformante que moi-même, à mon tour, je restitue, parce qu'on associe toujours les Frères Lumière à l'invention du cinématographe. Or, de l'aveu même d'Auguste, ce sera l'invention qui lui coûtera le moins en termes de temps, en termes de difficulté. Or, ce sont des innovateurs je dirais très prolifique. 196 brevets déposés. L'autochrome, Louis, qui est une sorte de diapo en couleur avant la lettre, qui aura coûté beaucoup de travail à Louis. Le cinéma en relief, le tulle gras. Auguste, lui, s'intéressera rapidement davantage à la médecine, etc. Bref, ce qui caractérise aussi la créativité, c'est souvent qu'elle est multiforme. Et dans le cas des Frères Lumière, c'est très clair. Alors, troisième type de facteur, ce que Todd Lubart appelle les facteurs conatifs et émotionnels. Et il me semble que l'écriture biographique, elle permet de montrer l'interaction entre la conduite d'une vie et la créativité. Et en particulier la dimension affective, émotionnelle, imaginative, qui joue dans la fabrication de l'innovation. Cette dimension affective, j'ai déjà fait allusion, mais j'y reviens, le fait que les deux frères aient vécu une vie à deux, non pas simplement en se prêtant le serment dont je parlais tout à l'heure, mais en ayant vécu quasiment de manière gémellaire, si je puis dire. Ils épousent les deux sœurs Winkler. Ils vivront dans des appartements jumeaux, en tout cas jusqu'à ce que Louis parte au milieu des années 30 à Paris. Ils partagent tout. Et il n'y a pas de doute que cet élément-là joue aussi dans la fabrication de l'innovation. L'innovation, c'est aussi la découverte qui est toujours... en tout cas qui est, dans le cas des Lumières, de l'aveu même d'Auguste, une dimension émotive. Un matin, vers la fin de 1894, je me rendis dans la chambre de mon frère, qui, un peu souffrant, avait dû rester alité, et c'est là, lorsqu'il est malade, qu'il invente. Bon, alors, sous la forme d'une sorte d'eureka, la question c'est jusqu'où peut-on se fier au témoignage d'Auguste ? Difficile à dire, est-ce qu'il restitue le schéma traditionnel de l'eureka, est-ce qu'il est dans le mythe ? En tout cas, il n'y a pas de doute que Louis et Auguste seront très sincères lorsqu'ils diront qu'il y a des innovations telles que les autochromes qui, par contre, leur ont coûté beaucoup de temps. Bien. Ce qu'une biographie aussi, toujours dans ce même type de facteur, permet de retranscrire, c'est le rapport à l'innovation. Le travail, l'acharnement au travail, les deux sont des travailleurs. Je veux dire, l'innovation, c'est du travail. La curiosité intellectuelle, ils s'intéressent à tout, en tout cas à beaucoup de choses. Le plaisir aussi. S'ils sont aussi prolifiques dans les innovations, c'est qu'ils le diront eux-mêmes. En tout cas, Louis le dira lui-même. Ils y trouvent du plaisir. Il ne faut pas oublier ces dimensions, pas simplement intellectuelles, mais qui jouent aussi dans la fabrication de l'innovation. Mais de manière encore plus intéressante, en tout cas avec le recul qui est le nôtre, ce qu'une biographie permet de voir, c'est qu'un innovateur ne saisit pas nécessairement les enjeux de son innovation. Et c'est très clair dans le cas des Frères Lumière. Manifestement, il y a une incompréhension par rapport à ce qu'ils ont mis en place, par rapport au cinématographe. Louis
au début en tous les cas, ne croire pas à l'avenir commercial du cinématographe. Et lorsqu'un opérateur, enfin un jeune homme qui va être opérateur, puisque Louis va envoyer des opérateurs dans le monde entier pour en ramener ce qu'il nomme des vues, des images animées, lorsque un jeune homme qui est enthousiaste pour une telle aventure se présente à lui pour lui dire « engagez-moi, engagez-moi », donc ce jeune homme s'appelait Mesguich, il lui dit « bon, écoutez, c'est pas une situation que nous vous offrons, c'est un métier de forain, bon, bref, c'est du précaire ». Voilà. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, toujours dans ce troisième type de facteur, une biographie, elle permet aussi de voir comment une innovation est reçue. Parce que dans l'innovation, il y a la dimension de création, ou de fabrication, de conception, mais il y a aussi la dimension de réception. Et ça, précisément, une biographie aussi permet de le mettre en évidence. Avec cette question, en tout cas que moi je trouve fascinante, qu'ont vu sur l'écran les premiers spectateurs des vues lumière. Je suis en retard. Voilà, bon. Alors ils ont vu... D'accord. La première projection qui a lieu le 28 décembre 1895, etc. Bref. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça, c'est du point de vue de l'anthropologie, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on voit un spectacle inédit et un type d'image totalement inédit? Une vue qui a intéressé particulièrement les commentateurs et qui a donné lieu à des mythes, c'est l'arrivée d'un train Gare de la Ciotat qui ne faisait pas partie de la première séance de cinématographe, mais qui est ultérieure. Quand il vit, alors il y a le mythe, c'est lorsque le train arrive en Gare de la Ciotat, les spectateurs se seraient éparpillés en disant je vais être écrasé, etc. En fait, bon là, il y a une dimension mythique, voire publicitaire. Par contre, les historiens du cinéma disent plutôt qu'on a ce qu'on appelle un effet d'attraction. C'est-à-dire, je me fais peur sans savoir, tout en sachant que je ne crains rien. D'où le fait que, rapidement, le cinématographe va être intégré à la dimension d'une attraction. Et d'ailleurs, les cinématographes seront achetés par des forains, etc. Et les historiens du cinéma, d'ailleurs, se demandent si est-ce que les frères Lumière ont inventé le cinématographe, oui, mais le cinéma, ou est-ce que le cinéma, il est plus tardif? Bon, bref, j'ai pas le temps. Et alors, pour finir, la question que je me posais, c'est est-ce qu'une biographie, et la question est plus aventureuse, ne permet pas de dire ce que je nommais un style de l'existence. Ce concept, je l'emprunte à quelqu'un qui est de ma discipline, si je puis dire, qui vient de la littérature, Marielle Massé, qui au fond montre que lorsque nous écrivons, lorsque nous lisons, nous lisons avec style, et elle dit notre style, le style est notre faire. Autrement dit, on ne vit pas avec style, nous vivons comme style. La manière est notre être. Et alors, je me disais que, et de même, j'essayais de mettre à cette affirmation une autre hypothèse, alors là, d'un philosophe des sciences, Gilles Gaston-Granger, qui essayait de définir une philosophie du style à propos de la science et de l'invention scientifique. Et au fond, je me demandais si l'écriture biographique ne permet pas de penser l'innovation scientifique comme style qui prend sens dans le style d'une existence, les deux s'emboîtant. Ce qui me permet, au fond, d'essayer un petit peu de dépasser un problème très traditionnel, en particulier dans la critique littéraire, la relation entre l'homme et l'œuvre. Bon, ça fait des débats, oui, contre Sainte-Beuve, Proust, etc. Bref, et ça me permet précisément, ce concept de style, d'emboîter le style d'une existence et le style d'une innovation. Voilà. Bon. Donc j'imagine que j'ai plus beaucoup de temps, c'est ça? C'est ça? Donc, alors je vais essayer... Alors oui, en 2 mots, pour identifier ce style dans le cas des Frères Lumière, et c'est pour ça que j'avais écrit ce texte, moins par intérêt pour les Frères Lumière, qui méritent un infini intérêt, c'est pas ce que je voulais dire, que parce qu'en fait je m'intéressais au statut de l'image au XIXe siècle. Et au fond, le style des frères de l'image, des vues lumière, j'essayais de montrer qu'il relevait de ce que j'appelais une magie industrielle.
Voilà, qui consiste au fond à importer dans le cinéma un tour de passe-passe qui permet de substituer au réel eh bien, une image industrielle, artificielle, animée, avec derrière une réflexion philosophique sur le statut de la technique pendant la révolution industrielle qui me paraît très différent de ce qu'elle était avant, dans la mesure où on passe d'une technique qui transforme le monde à une technique qui le conçoit. Bon, bref, il y avait une dimension philosophique derrière. Et au fond, que je résumais par cette idée de magie industrielle. Hein, la magie, c'est le tour de passe-passe, qui est, en définitive, d'autant moins, me semble-t-il, absurde que, certes, on parle de magie du cinéma, certes, Méliès est un magicien, mais que les frères Lumière se sont intéressés eux-mêmes à la magie. L'un de leurs amis, qui apparaît dans certaines vues Lumière, c'est un des grands prestidigitateurs de l'époque, qui s'appelait Félicien Trouet. Et, chose encore plus intéressante, Auguste Lumière, dans les années 30, préface un manuel de prestidigitation. Bref, voilà un petit peu ce que j'essayais de dire pour dire que, en définitive, l'écriture biographique, qui a une épaisseur, qui oriente au fond la compréhension de l'innovation dont on parle, dont on fait le récit, elle permet justement peut-être d'en montrer, d'en faire surgir les mécanismes du fait même des enjeux de l'écriture, qui est obligé de retracer un milieu, la psychologie d'innovateurs, les relations qu'ils ont entre eux, en tout cas dans les deux frères, qu'ils ont avec autrui, qu'ils ont avec ce qu'ils ont créé, etc. Et au fond, le phénomène de rencontre, d'errance, d'aventure, d'incertitude et d'imprévu, qui est aussi celui d'une vie, en définitive. Voilà, alors j'étais un peu vite à la fin, je suis désolé, mais bon, c'est les contraintes.